Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Nous voici encore aujourd'hui, nous sommes le 29 avril 2025. On va partager, décortiquer l'actualité au regard des nécessités d'informations qui nous arrivent. Nous devons partager ces sujets. Voilà. Quel est le sujet qu'on va partager aujourd'hui? Que va contenir le projet d'accord d'IDP entre la RDC et le Rwanda? C'est demain ou plus tard. Comme vous le savez, c'est demain, c'est la date butoir. On les a demandé d'amener un projet d'accord de paix, puisque comme je vous ai dit avant, c'était une déclaration de principe qui a été signée, mais il faut maintenant un projet d'accord qui devrait être présenté au demain. Et donc, que doit contenir ce projet d'accord? Quels sont les enjeux qui sont là? Puisque nous devons comprendre déjà. Mais on va en parler. Alors, pour mieux décortiquer ces sujets, on va l'élucider en plusieurs sous-points plutôt, qui va nous permettre de mieux comprendre le sujet au regard de sa pertinence et donc sa complexité. Donc, il faut que nous l'examinons calmement. Voilà. La première des choses, on va d'abord voir c'est quoi un accord de paix. Donc, on va voir ça. Déjà, dire un mot pour que vous compreniez exactement. Excusez-moi, on est en train de parler de quoi? Deuxièmement, le rôle de la rencontre Fachi et Kagame au Qatar. Qu'est-ce que cela a joué pour que nous arrivions là? On va voir, on va essayer de faire le lien entre ces projets d'accord qui vont arriver déjà à ces déclarations de principe avec ces points-là et pour que nous comprenions quel est le lien. Où allons-nous exactement? Qu'est-ce qui se passe au juste? Il y a tant d'informations, tant d'initiatives qui se passent ça et là, et on va chercher maintenant à les mettre ensemble, les créer un tableau pour voir maintenant quelle est la lumière qui est là, qui va éclairer la République démocratique du Congo. Ensuite, les éléments de réponse. On va essayer de donner quelques éléments de réponse par rapport au contenu que pourrait avoir cet accord de paix. On va donner quelques éléments de réponse en lisant les différentes déclarations. On va en parler. Donc, on va examiner les points d'attente entre les deux pays, c'est-à-dire quels sont les points déjà auxquels on converge nos idées entre nous et le Rwanda, et les points des probables blocages. Quels sont les points qui pourraient constituer des blocages pour cet accord de paix? Est-ce qu'il y a des points de blocage? Ça peut provenir d'où? On va les analyser. Et ensuite, pourquoi l'implication des États-Unis? On va aussi poser cette question-là pour que nous créions les liens et on va comprendre. Et ensuite, on va aussi parler de cette actualité. La République démocratique du Congo, comme vous le savez, où nous avons dit, si vous suivez nos vidéos, ceux qui ont pris l'habitude de nous suivre, ils vont savoir que nous avons parlé à un moment de la société militaire avec lesquelles la République démocratique du Congo avait signé pour sécuriser déjà des points stratégiques et des sites miniers et afin d'empêcher l'avancée aussi des mouvements rebelles, de contrôler aussi nos différents coins qui posent problème. Il s'agit des sociétés, cette société militaire d'Eric Prince, qui est un allié aussi des tailles de Donald Trump. Donc, mais c'est une société privée. On va analyser, déjà c'est la RDC signe avec cette société militaire d'Eric Prince et quelles sont ses conséquences. On va aussi dire un mot. Et pour clore, on va parler, quand même dire un mot aussi par rapport à la réception de la CENCO ICC par le ministre des Affaires étrangères du Qatar. On va essayer de l'examiner pour comprendre qu'est-ce qui fait que cela arrive. Voilà. Sans tarder, très cher internaute, déjà, il faut savoir, nous sommes en train de parler, que va contenir le projet d'accord d'IDP entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais c'est quoi d'abord un accord de paix? Nous devons en savoir. Mais avant que nous continuions d'aborder cela, ce que nous vous demandons, s'il vous plaît, cliquez sur des j'aime pour nous aider à maintenir le cap et que nous améliorons nos algorithmes et que nos vidéos soient référencées par YouTube et qu'il y ait une large diffusion. Et ça nous fera énormément plaisir, mais aussi, ça va permettre à plus d'un de pouvoir nous suivre. S'il vous plaît, cliquez sur des j'aime, partagez nos vidéos. Vraiment, ça sera une très bonne chose pour nous. D'abord, un accord de paix, puisque nous allons pourquoi on va poser cette question-là? Pour que nous déjà marquions la différence. Nous avons dit, ce qui a été signé avant,
je vous avais dit, la déclaration de principe n'est pas un accord. Une déclaration de principe, je vous avais dit, ça ne lie pas des parties. Il n'y a pas d'obligation d'engagement de rendre des comptes. Comprenez? Ça ne fait pas partie de la législation d'un État. Il n'y a pas d'obligation juridique. C'est un engagement politique. La déclaration d'intention, ce qui signifie que non, les partis ont manifesté la volonté de vouloir travailler pour pouvoir trouver des solutions définitives pour la paix. Par contre, un accord, c'est un engagement juridique. Il faut reprendre ça, entre dans l'arsenal juridique de chaque État respectif. Et donc, lorsqu'on signe un accord, et donc on s'engage pour respecter les clauses, puisqu'il y aura des effets, des conséquences juridiques qui vont découler de cette signature-là. Et quand on en ajoute les suffixes de paix, un accord de paix, c'est un accord, voilà, c'est un engagement juridique qui a des effets juridiques, mais qui arrive souvent après un conflit entre des États, des guerres, tout ça là. Et donc, on se décide maintenant de pouvoir vivre en paix. Et donc, on tait des armes, on négocie nos conflits, les points d'échauffement de nos conflits, et puis on signe un accord qu'on dit un accord de paix. Mais vous devez savoir que cet accord de paix, parfois, il est toujours difficile. Moi, en tant qu'expert en négociation, je vous dirais que dans le cadre des accords de paix, ceux qui savent les pratiques internationales, mais aussi les relations internationales, dans un accord de paix, on peut pas toujours le valider globalement, on peut aller point par point au regard des évolutions du point où on est tombé d'accord pour pouvoir déjà mettre en application ces points-là. Donc, c'est quelque chose qui existe, sur des théories qui existent et que vous devez savoir que c'est un accord qui va lier les parties. Sa signature demande une lecture minutieuse de tous les éléments, de tous les détails pour ne pas être embourbé ou bien tomber dans le piège de l'un ou de l'autre. Donc, on doit être très prudent quant à cela. Voilà la lumière que je vous donne par rapport à un accord. Donc, un accord, c'est un engagement juridique. Quand vous signez un accord, il y a des responsabilités. Vous avez l'obligation de rendre compte, l'obligation de respecter. Sinon, vous risquerez de tomber dans l'inexécution des clauses que vous êtes convenues et que l'autre partie puisse décider autrement ou qu'il y ait même des responsabilités qui soient établies. Et donc, c'est un engagement juridique lorsqu'on signe un accord. C'est pourquoi le 2 mai, c'est la date qu'on leur a fixée, de la date limite pour pouvoir proposer cet accord. Mais d'emblée, avant de passer, ce que nous regrettons, nous sommes en train de constater déjà que vous devez savoir une chose. Déjà, je vais vous dire que toute initiative d'accord est en défaveur du Rwanda. Donc, le fait que nous arrivions ici, qu'on arrive à projeter pour signer ou bien conclure un accord de paix, je vous dis, c'est déjà au désavantage du Rwanda, c'est à notre avantage. Pourquoi je dis cela? Vous devez savoir que c'est que la signature d'un accord ou bien aller dans le sens d'accords de paix, des initiatives de paix, on ravit, c'est quand nous sommes en train de ravir le Congo au Rwanda. Parce que vous devez savoir que la République du Congo, à un certain moment, était dirigée par le Rwanda. Et le Rwanda l'utilisait, les gérait comme bon lui semble. Il faisait tout ce qu'il voulait. Il mettait même des autorités, surtout dans cette partie Est. Mais aujourd'hui, lorsqu'on va signer un accord de paix, vous allez voir déjà dans la déclaration des principes, comme on va le voir un peu plus bas, c'est que on dit que chaque partie s'engage à respecter la souveraineté, reconnaît d'abord et s'engage à le respecter la souveraineté des uns des autres. C'est-à-dire que le roi accepte, reconnaît l'intégrité de notre territoire, que ça appartient à la République démocratique du Congo. Donc, et l'interdiction formelle de s'ingérer dans les affaires intérêts de l'État, de ne pas soutenir du groupe ça. Le fait d'avoir accepté ça et de couler ça sous forme d'un accord, donc comme je vous ai dit que c'est un engagement juridique qui pourrait avoir des conséquences des droits. Et donc, c'est un engagement ferme qu'on va prendre ici. Et donc, ça ne peut pas être à son avantage. Parce que là, du coup, le Rwanda ne sera plus maître au Congo. Donc, il sera obligé de venir travailler avec nous en partenaire. Et donc, hors partenaire, il va perdre en termes déjà de notoriété par rapport à ses partenaires aussi, qu'il voyait en lui un leader qui a la possibilité d'avoir des minerais d'une manière illégale, venir nous vendre pour que nous gagnions plus. Et donc, il ne pourra plus gagner plus en désordre, il ne pourra plus venir dire des choses en désordre au Congo. Donc, ça a son désavantage. Donc, c'est déjà un avantage pour nous. Maintenant, le plus important, c'est que oui, comme c'est à son désavantage, qu'est-ce que nous devons faire? On va analyser maintenant pour comprendre
pourquoi nous sommes arrivés ici sur ces positions? Nous avons tous suivi qu'à un certain moment, et après avoir menacé sur terrain avec la puissance qu'ils ont fait montre sur le terrain de combat, nous avons usé de notre point fort qui était aussi la diplomatie. Et donc, on a poussé les cartes un peu plus loin. Ils étaient obligés de nous écouter, de revenir. Comme j'étais en train de vous dire qu'on ne gagne pas seulement avec des armes et des combats terrain, mais aussi avec des armes diplomatiques, comme nous sommes en train de les faire. Et donc, et là, nous avons eu l'avantage de les amener, de les ramener. Cette opportunité qui nous est arrivée, c'est que nous avons proposé aux États-Unis un deal. Le Rwanda, puisque c'était un pays et ils étaient quand même plus ou moins stables, ils avaient déjà vu venir. Ils ont anticipé. Si vous regardez bien, ils ont attaqué rapidement une bonne partie de la République du Congo pendant que nous attendions qu'il y ait une prestation de serment à la Maison Blanche. Parce qu'ils avaient déjà des sources d'information, ils ont des lobbying, ils ont des hommes forts pour ils avaient déjà des informations. Parce que vous devez savoir que ce qui s'est dit la journée, c'est que la nuit, il y a déjà un travail qui a été fait. Que ce soit se dit ici, quand on vient vous mettre ça à la place publique, c'est qu'il y a eu déjà des discussions en coulisses, même qu'avant que Donald Trump devienne président de la République. Donc, des possibilités de partenariat étaient déjà là. Et ces gens-là, ils avaient déjà leur lobbying. Ils voyaient déjà que non, on voit des tendances que Donald Trump, s'il arrive au pouvoir, il va travailler avec Tshisekedi et que nous pourrons avoir un coup fatal et nous devons déjà anticiper. Voyant que donc la seule arme qu'il est restée, c'est de nous attaquer ravis de terre par l'entremise de ces supplétifs, les mouvements 1v3 FC. Donc, ils ont eu des terrains. Comme ça, ils savent que nous allons toujours finir par la table des négociations. Je ne cesse de vous dire, en tant qu'expert, je parle ça en autorité, c'est que tout conflit finit toujours par la table des négociations. Et là, ils savaient qu'on va arriver là sur la table des négociations. Raison pour laquelle, là, maintenant, on est sur la table des négociations. Ils vont chercher à négocier pour pouvoir tirer aussi profit. Voilà. Maintenant, nous avons vu la rencontre entre Félix Tshisekedi et Kagame au Qatar. Pourquoi? Vous devez savoir que le Qatar, étant un partenaire majeur du Rwanda, au niveau international, comme je vous dis que dans la vie internationale, il n'y a pas d'amis, il n'y a que d'intérêt. C'est un monde de désordre et d'anarchie. Et donc, voyant que Kagame était en position de force, ils ont laissé faire. Mais puisqu'ils ont vu des choses en train de changer avec l'aspect diplomatique que nous avons utilisé et qu'une résolution 2773 a été adoptée, non seulement adoptée, mais adoptée à l'unanimité, les choses commençaient à changer. Ils ont compris que nous, parce que ce sont des hommes d'affaires, des affairistes. Donc, ils aiment gagner, ils n'aiment pas perdre. Donc, les affaires n'aiment pas les bruits, n'aiment pas les désordres. Donc, voyant qu'ils risquent de perdre, si aujourd'hui Kagame basculait, ils ont sauté vite pour venir chercher une médiation. Chercher la médiation entre le Congo et le Rwanda afin de pouvoir trouver un terrain d'entente parce qu'ils avaient aussi quelques intérêts en République démocratique du Congo, mais au Rwanda un peu plus. Et donc, ils ont trouvé un terrain d'entente en appelant des partenariats parce qu'ils ont entré en contact avec les États-Unis. Les États-Unis leur a demandé de jouer ce rôle-là, comme ça qu'ils ne puissent pas perdre. Puisque ils travaillaient avant, déjà avec eux, il y a des entreprises, des transformations ou bien des minerais au niveau des raffinages des minerais au niveau du Rwanda, de Luanda et des Kigali du Rwanda. Et donc, ils étaient obligés de pouvoir, d'où les négociations sont arrivées là-bas avec la bénédiction des États-Unis. Ils sont allés là-bas, ils ont accepté. Et donc, Kagame n'avait pas de mots parce que le problème, c'est que si vous regardez les images par Tshisekedi regardait Kagame, Kagame n'arrivait pas à le regarder. Pourquoi? Parce que tout ce que maintenant là, on est en train de chercher à faire, c'est Tshisekedi avait proposé ça déjà à Kagame. Mais Kagame, se sentant comme étant maître, que c'est lui qui domine le Congo parce que le Congo lui appartenait dans ses mains, n'a pas voulu écouter Tshisekedi. Il a bafoué, il a poignardé Tshisekedi dans le dos. Pourquoi? Il a accepté devant Tshisekedi, mais après, il a fait autre chose. Donc, il a dit, niet, il ne pouvait pas faire cela. Donc, Tshisekedi était obligé de changer, de comprendre que ce monsieur-ci ne pourrait jamais changer. C'est pourquoi Tshisekedi lui regardait droit de l'aider, est-ce qu'il peut me parler? Aujourd'hui, tu viens sur la table des négociations. Et pourtant, j'avais tout proposé, tu as refusé. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il négocie avec Tshisekedi, c'est qu'il remet le Congo entre les mains des Congolais. Puisque, depuis lors, le Congo était entre les mains des Rwandais et des
certains globalistes qui ne voulaient pas voir le Congo exister. L'objectif est la disparition de la République démocratique. Ils veulent diviser la République démocratique du Congo pour que chacun puisse avoir un morceau pour des intérêts égoïstes des individus, des multinationales, alors que le peuple qui existe là ne compte même pas. Donc, nous devons ouvrir l'œil et le bon. Voilà. Donc, cette discussion, c'est cette discussion qui était déjà un pas vers l'avant par rapport au deal qui a été déjà annoncé avec les États-Unis et donc des partenaires des États-Unis, puisque le Qatar est un partenaire privilégié des États-Unis, est allé déjà solliciter que voilà, moi j'ai mes intérêts là-bas, je vois que les choses sont en train de bouger, qu'est-ce que moi je pourrais faire pour garantir mes intérêts? Et donc on lui a donné cette médiation-là, il a joué son rôle, et voilà là où nous sommes arrivés. Et maintenant, c'est au Qatar qu'on aura demandé de cesser de combattre, de trouver un terrain d'entente. Maintenant, quels sont ces terrains d'attente? C'est ce qu'on va essayer d'analyser ici. Les éléments de réponse. Quels sont les éléments de réponse que nous pourrons chercher à donner ici? Vous devez savoir que si vous lisez les différentes déclarations, lorsque nous sommes arrivés au Qatar, vous avez suivi la déclaration du gouvernement, la déclaration conjointe entre le Rwanda et nous. Il était clair là-bas, il s'agit de la paix, des terres des âmes, le respect des souverainetés des uns et des autres pour que nous puissions travailler ensemble au bénéfice de la région et que la partie Est puisse vivre en paix. Donc, l'objectif, c'était la paix pour des intérêts économiques. Déjà, si ces points-là, c'était d'abord des intérêts économiques. C'est un élément de détail. Retenez cet élément-là que je vous donne. Et lorsque nous sommes arrivés maintenant au niveau des États-Unis, devant Marco Rubio, qui est le représentant direct de Trump, nous avons tous suivi qu'ils ont signé une déclaration de principe. Mais cette déclaration de principe a été précédée par des discours. Vous avez suivi les discours déjà de Marco Rubio. Si vous prenez, vous lisez dans la lettre, dans l'esprit et la lettre du discours de Marco Rubio, pour eux aussi, c'est que ils voient que la paix dans cette région-là ne pourrait venir que si on arrive à stabiliser les Congos. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la paix et que les Congos soient plus ou moins organisés. Et le Congo, lorsqu'il sera organisé, tous ces pays-là, ils vont bénéficier parce qu'ils vont aussi se développer. Parce que le développement du Congo va permettre le développement de toute la région. C'est pourquoi on donne des instructions à Kagame. Tu dois accepter de vivre en paix avec le Congo si tu veux aussi continuer à exister. Puisque vous devez savoir que le Rwanda ne peut pas exister sans la République du Congo. Et le Congo, avec toute sa superficie, s'il se développe, toute la région va se développer. Donc, on lui dit, voilà, tu vas travailler avec la République démocratique du Congo. Et là, ce sont des éléments dans le discours déjà de Marco Rubio. Si vous prenez le discours du Rwanda, et ils cherchent à se dédouaner, ils gardent toujours leur habitude là parce qu'ils ont toujours des intentions des dictateurs, des gens qui veulent le pouvoir. Vous savez, les gens qui ont été habitués à imposer des choses et ils sont en train de voir des choses changer, c'est pas facile de changer tout de suite aussi au niveau de leur mental. Ils ont toujours tendance dans leur discours à dire que voilà, les problèmes du Congo, c'est un problème interne. Parce qu'ils ont tellement beaucoup de gens à protéger. Et ils doivent protéger l'M23, l'AFC et l'ancien président de la République. Pour les protéger, il faut chercher comment, dans tous leurs discours, dans toutes leurs démarches, comment faire entrer leurs intérêts aussi à l'intérieur. Ils ont défendu l'intérêt que les problèmes internes du Congo devaient être aussi traités. Dans leur discours, dans leur dit tout ça là, ils parlent des ethnies, des choses qui n'ont ni tête ni queue. Ce que nous, on demande ici, ce qu'on leur demandait, c'était d'abord de respecter la souveraineté des États. Et quand vous prenez Kayikamba, notre ministre des Affaires étrangères, était clair. Le respect de la souveraineté de notre pays, l'intégrité terrestre du Congo, et de quitter sans discussion à l'immédiat les territoires de la République du Congo pour qu'il y ait la paix. Et enfin, si vous prenez la déclaration des principes, on parle de 6 points. Dans ces 6 points-là, vous parlez que c'est tous les éléments-là. On parle de la souveraineté, comme je vous l'ai dit là. Le respect n'est pas s'ingérer dans les affaires d'autres États. C'est-à-dire que travailler ensemble pour pouvoir produire un accord. Maintenant, qu'est-ce va contenir cet accord? L'accord en question, il est fort probable, ça ce sont des hypothèses, au regard des faits, il est fort probable qu'on accorde des marchés aussi au Rwanda. Puisque et ils sont sur le terrain. Vous devez savoir que, puisque quand on dit que négocier, on ne peut pas négocier quand il n'y a pas de problème. Quelles sont les revendications du Rwanda? Le Rwanda, officiellement, revendique quoi? Revendique que
l'insécurité qu'il y a, le fait que le Congo est en train de protéger des anciens rebelles FDLR qui ont été là pour chercher à renverser le pouvoir au Rwanda. Et ils ont mis des boucliers et ils sont au Congo. Bien qu'ils acceptent qu'ils sont au Congo, mais ils acceptent qu'ils sont en train de faire des efforts pour empêcher que ces gens-là arrivent, alors que tout est clair qu'ils sont au Congo. On leur demande de retirer leurs militaires. Mais puisqu'ils sont déjà là, ils ont récupéré des territoires. Ils vont chercher à faire payer les prix en République du Congo. Mais ils seront contraints parce que leur argumentaire ne va pas tenir debout. Il s'agit de la souveraineté. Vous vous attaquez, c'est contre les principes des droits. Si vous venez de, vous lisez dans la déclaration, comme je l'ai dit, après la rencontre entre Tshisekedi et Kagame, on parle du respect du droit international. Les droits internationaux interdisent à un État d'agresser l'autre État, alors que le Rwanda a agressé le Congo. Donc, peu importe l'argument qui pourrait avancer, une agression reste une agression, et donc il sera obligé de sortir. Mais puisqu'ils savent que, et leur objectif n'est pas de sortir le Congo, qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec la pression des États-Unis, ils vont accepter de signer cet accord. Et ce qu'ils vont demander, ce sont des rapports économiques privilégiés. Comme ils ont des raffineries, c'est ça le problème avec le Congo, on n'a pas assez des infrastructures adéquates. C'est là où nous devons travailler très rapidement parce que s'ils arrivaient aujourd'hui, parce que les États-Unis vont arriver bientôt là, quand ils vont arriver, pendant un moment, ils vont donner aussi certains marchés au Rwanda parce qu'ils sont des marchés de raffineries. Dans ces cas-là, le Rwanda va travailler avec le Congo comme étant partenaire. Il ne contrôlera plus le Congo. C'est pourquoi je vous dis que tout accord est au désavantage de la communauté du Congo. Parce que leur objectif, c'est de contrôler le Congo. Ils ne pourront plus contrôler le Congo. Ce qu'ils vont faire, ils vont baisser les bras parce qu'ils savent que Donald Trump n'a que 4 ans. Et qu'après 4 ans, et derrière, ce sont des globalistes. Ils vont faire tout, dans leur tête, ils pensent qu'ils vont revenir pour venir encore récupérer le Congo. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de tirer les Congolais et le gouvernement congolais. Vous devez savoir que pendant ces 4 ans ici, c'est comme si Donald Trump nous a mis entre parenthèses. Il nous a protégés. Nous devons saisir ces moments ici pour nous organiser, comme je ne cesse de le dire, sur les plans sécuritaires. Nous devons être en mesure de sécuriser toutes nos frontières, c'est-à-dire en termes de sécurité militaire et de cybertechnologie. Et nous devons être en mesure de le faire. C'est vrai que cela prend du temps, mais il y a des choses qui peuvent prendre 5 ans, on peut le faire à 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on accélère, on met assez de moyens et de technicité. Donc, il y a cette possibilité de pouvoir y faire comme ça. Puisque nous devons déjà protéger, nous devons anticiper des choses. Nous devons anticiper. Ce qui m'étonne, c'est le fait que ces sujets ici, on n'en parle pas sur les médias. On va signer un projet d'accord, un accord avec les Rwandais. Mais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi l'université, il n'y a pas de débat d'analyser quels sont les enjeux qui entrent en ligne de compte? Les points de blocage pourraient constituer le blocage dans cet accord aussi. C'est le fait que si le Rwanda veut insister pour que il y ait des brassages et des mixages pour faire passer l'agenda, derrière l'agenda l'agenda des FCM 23, ça pourrait constituer des points de blocage. Parce que nous, on va insister pour qu'ils aient des camps de cantonnement, puisqu'il y a déjà des processus qui existent. Les processus de Nairobi et de Luanda. Ils doivent aller dans les zones de cantonnement, qu'on voit qui est congolais, qui ne l'est pas. Et qui mérite d'être inséré dans l'armée. Ça sera vraiment au cas par cas. Ça sera plus comme ça s'était fait avant. Donc, ça va être difficile pour eux. Et donc, le Rwanda va chercher à demander à ce qu'il bénéficie des marchés de contrôle des zones d'exploitation minérale privilégiées. Maintenant, on va lui dire que non, vous ne pouvez pas demander des choses privilégiées. Vous devez négocier avec eux en termes de partenariat. C'est vrai, on peut vous accorder des marchés. C'est nous qui allons décider. Mais à partir du moment où le Rwanda va chercher aussi à décider à notre place, ça va poser problème. Donc, les points de blocage, pour moi, à mon entendement, c'est le fait pour le Rwanda de vouloir chercher à accorder de la place au FCM 23 dans ces discussions ici. En donnant ces agendas cachés, notamment d'insérer des gens au niveau de l'armée et des militaires et dans le parti politique pour insérer certaines personnes qui ne sont pas congolaises pour contrôler à l'intérieur notre système politique. Et donc là, on doit être trop prudent, trop vigilant. C'est pourquoi nous sommes en train de demander au gouvernement congolais d'être très vigilant. C'est pourquoi l'université doit en discuter. Les médias, la chaîne nationale, pourquoi on n'en parle pas? Nous voyons partout ailleurs, dans d'autres sujets, lorsqu'il y a des sujets pareils comme ça, il y a des discussions qui se font. Les gens discutent, ils voient quels sont les avantages, tout ça là. Mais chez nous, ça ne se fait pas. Donc, on doit
être très, très prudent là-dessus. Et donc, comme j'étais en train de dire que, voilà qu'il y a les sociétés militaires d'Éric Prince qui a signé avec le Congo. Mais il y a aussi des conséquences. C'est que vous devez savoir que le fait pourrait de signer, oui, le point positif, c'est que ça va permettre effectivement qu'il y ait quand même des sécurités sur certains points. Mais la société militaire d'Éric Prince ne peut pas combattre avec le mouvement rebelle de Rwanda. Si même Guterres avait dit que le Rwanda a des armes sophistiquées plus que même l'ONU. Donc, alors que cette société privée ne pourrait que garantir, former nos militaires, mais bien sûr, sécurité certains sites, certains coins, mais nous pouvons demander, dans le cadre de notre deal, effectivement, que les gouvernements américains puissent venir nous aider à nous équiper militairement, à nous former officiellement, et on y ajoute avec cette société privée, parce que ils seront déjà prêts tout de suite pour venir, en attendant que les accords arrivent, ça pourrait quand même calmer les choses. Parce que vous devez savoir que entre les accords et les conflits sur le terrain, il y aura toujours un décalage. Et donc, pendant cette période-là, tout peut arriver, on doit être prêt. Donc, cet accord est bienvenu, mais ça doit être encadré. Pour éviter qu'il y ait des risques, on doit les encadrer juridiquement. Définir déjà quels sont leurs droits et devoirs et que les responsabilités soient établies à tout moment qu'il y aura des dérapages. Puisqu'il y a des expériences, parce qu'ils ne sont pas allés à la première expérience de cette société d'Éric Prince, ils étaient en Irak, et en Afghanistan, si je ne m'abuse, mais voire au Nigeria. Il y a aussi des avis. Nous devons étudier ces cas-là. Comment on peut les étudier si on n'analyse pas? Il faut qu'il y ait des bureaux qui analysent tous ces cas-là pour que nous ne tombions pas dans les pièges et des erreurs. Voilà ce qu'on pourrait dire. Il y a tellement de choses à dire ici. On va revenir sur notre numéro pour donner un peu plus de détails. Nous avons suivi que Senko et LCC ont été reçus par le ministre des Affaires étrangères au Qatar. Si vous lisez les communiqués finaux, ça prouve qu'on leur a dit tout simplement que nous, ici, nous devons respecter les droits internationaux. Nous soutenons la République du Congo en tant que gouvernement. Vous, en tant qu'association, nous vous écoutons, mais vous devez savoir, vous devez retourner auprès de votre président. Lisez l'intégralité de la déclaration, du communiqué final. Là, vous allez comprendre qu'on leur a dit très clairement que non, nous, c'est pas ça. Nous soutenons toutes les initiatives de paix, bien sûr, mais nous soutenons d'abord le gouvernement congolais et puis les droits internationaux. Les gens qui ont fait du mal aux gens, qui ont violé le droit international, c'est le droit international qui va s'appliquer. Et donc, il ne faut pas chercher à dédouaner parce que les CNCO et CC, ils sont en train de chercher comment dédouaner Kagame, comment, au point de chercher même à sursoir la résolution 2773, une chose qui ne sera pas possible. La stratégie qu'a utilisée Tshisekedi a tellement marché que nous devons les capitaliser. On peut que les capitaliser en étant prudent. Cet accord ici, ça peut arriver qu'il y ait des points de blocage, comme je viens de vous le dire là. Et mais si ça réussissait, nous devons étudier ça entre les lignes pour ne pas tomber dans les pièges. Mais le fait que nous prenions l'initiative de prendre des accords, je vous dis, c'est au désavantage du Rwanda parce que le Congo va revenir maintenant aux Congolais. Voilà ce que nous pourrons vous dire aujourd'hui. Très chers internautes, ce que nous vous demandons, c'est de vous abonner si c'est pour la première fois, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Aimez nos vidéos s'il vous plaît, ça va nous permettre de pouvoir aussi trouver une place dans l'échiquier, dans la place médiatique pour nous permettre de contribuer tant soit peu avec nos analyses dans la construction de notre édifice qui est la République démocratique du Congo. Quant à moi, je me présente, je suis Guillaume Mikobikweti, je suis expert en politique publique et en stratégie de développement. Je suis chercheur, diplômé en ressources humaines, mais aussi négociateur. Et donc, je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais revenir par un autre numéro pour donner un peu plus de détails, puisque le sujet est tellement vaste, on pourra les décortiquer au fur et à mesure. Quant à moi, il me reste qu'à vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde, que Dieu vous bénisse, et je vous dis à la prochaine.